Chers étudiants, chères étudiantes, salam alaikum wa rahmatullah. Maintenant, nous allons commencer donc la deuxième séance concernant la théorie des espaces vectoriels. On vous donne un espace E et F une partie. Et on vous pose la question, est-ce que F est un sous-espace vectoriel de E? Vous allez évidemment essayer d'utiliser la définition. Vous allez commencer par montrer que F est non vide. La meilleure des choses, c'est d'abord de vérifier ce que 0 est dans F. Si 0 est dans F, votre partie est non vide, ça ne veut pas dire pour autant que F est un sous-espace vectoriel. Il faut passer aux autres propriétaires. Mais si du premier coup, même si F n'est pas vide, vous vous rendez compte que 0 n'est pas dans F, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Votre partie ne va pas être un sous-espace vectoriel à cause de cette remarque justement. Alors, les exemples que je vais essayer de donner, je vais essayer de me contenter ici de deux exemples, soit n dans n étoiles et kn, le produit cartésien de k par lui-même n fois, c'est-à-dire k croix k croix k n fois. Je vais essayer de définir sur Kn une structure d'espace vectoriel. Je vais prendre deux éléments qui sont des n uples, alors x1, x2, xn, y1, y2, yn, des éléments de Kn. Et lambda, un scalaire. L'addition, je vais la définir de la façon suivante. Alors, x1, xn plus y1, yn, c'est le n up x1 plus y1 jusqu'à xn plus yn. Et lambda point x1 jusqu'à xn, c'est lambda x1 jusqu'à lambda xn. Vous aurez remarqué ici que dans la définition de cette multiplication externe, à l'intérieur, j'ai la multiplication du corps K, puisque les xi, c'est des éléments de K, et lambda aussi. Alors, je ne vais pas le faire ici, mais vous pouvez facilement le vérifier. Muni de ces deux lois, Kn, muni de l'addition et de la multiplication, a une structure d'espace vectoriel sur K. Et je peux vous dire que c'est l'espace vectoriel le plus important dans la théorie des espaces vectoriels de dimension finie. Vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit pour l'instant, mais je vais soulever la remarque le moment venu. Si je considère F l'ensemble des n uples de la façon suivante, qui sont définis de cette façon. La dernière coordonnée est nulle, telle que les xi sont dans K. Alors on vérifie que F est un sous-espace vectoriel de Kn, qu'on appelle un hyperplan. Alors le terme hyperplan, je vais le justifier le moment venu. Le deuxième exemple, des sous-espaces vectoriels, je prends n dans n et je vais noter par Kn de x l'ensemble des polynômes à coefficient dans le corps commutatif K, tel que le degré de P est inférieur ou égal à n. C'est déjà que l'anneau K de x a une structure d'espace vectoriel sur le corps K. Eh bien, on vérifie là aussi que
Kn de x, muni évidemment de l'addition de K de x et de la multiplication externe de K de x, et un sous-espace vectoriel de K de x. Et c'est l'un des espaces vectoriels les plus étudiés. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez faire des exercices. Il y a plein d'exercices qui manipulent les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Pour la démonstration, il n'y a rien de plus simple. Vous avez 0 qui est déjà dans Kn de x. Ensuite, si vous prenez deux polynômes de degré inférieur ou égal à n, leur somme est de degré inférieur ou égal à n, parce que vous savez que le degré de la somme est toujours inférieur au maximum des deux. Si vous prenez P, un polynôme de degré inférieur ou égal à n, vous le multipliez par une constante lambda. Si le produit est nul, le degré est moins l'infini par convention, et moins l'infini est inférieur strictement à n. Si lambda P est différent de 0, le degré de lambda P, c'est exactement le degré de P. Donc il va être lui aussi inférieur ou égal à n. Et ça signifie que Kn de x est stable pour la loi externe, donc c'est un sous-espace vectoriel. Maintenant, nous allons préparer le terrain à la définition d'une base d'un espace vectoriel. Donc, je vais poser E, un cas, espace vectoriel. Ça va être la définition. Combien de. Définition de 3. Je vais considérer A égale à x1 jusqu'à xn, une partie finie de E, finie non vide de E. Alors on dit que qu'un élément x de E est combinaison linéaire des éléments de A s'il existe lambda 1, lambda n appartenant à K, des scalaires tels que x s'écrit tout simplement lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 jusqu'à lambda n xn. Ce qu'on peut écrire de façon simple, la somme des lambda i xi. Et mon i varie de 1 jusqu'à n. Voilà, il est linéaire parce que vous n'avez que des termes linéaires ici, que ce soit en lambda i ou bien en xi. Vous aurez remarqué que j'ai abandonné le point pour la simplicité des notations. Donc, vous savez ce que c'est qu'une loi de composition externe. Je peux écrire ceci en omettant de visualiser la multiplication externe. Donc, une combinaison linéaire d'un certain nombre fini d'éléments de E, c'est tout simplement une somme de ce type. Ça, c'est lorsque A est une partie finie. C'est le premier point de la définition. Le deuxième, si A est une partie infinie, et x appartient à E, je saisis l'occasion ici pour dire tout simplement que le programme d'algèbre 3 est limité uniquement à la théorie des espaces vectoriels de dimension finie. N'empêche qu'on peut manipuler des parties infinies. Alors, x est combinaison linéaire des éléments de A.
s'il existe une partie finie B évidemment la partie finie doit être non vide telle que X soit combinaison linéaire d'éléments de B. En d'autres termes, dire que X est une combinaison linéaire d'éléments de A, ça veut dire tout simplement qu'il existe un nombre fini d'éléments dans A, tel que X soit combinaison linéaire de ces éléments. Donc maintenant, nous savons ce que c'est qu'une combinaison linéaire d'un nombre fini de vecteurs. Alors la notation que je vais utiliser pour parler de l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles des éléments d'une partie donnée. Je vais prendre A dans E, A non vide. Alors on va noter par A bar. Je sais que dans la littérature il y a d'autres notations, mais j'utilise, disons celle-ci. L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires que je peux former à partir des éléments de A. Bien. Nous arrivons aux remarques de 2. Les deuxièmes remarques de cette séance, et elles vont porter évidemment sur les propriétés remarquables de cet ensemble que je viens de définir, qui est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires d'éléments de A. Alors, remarque de 2. Avant de donner ces remarques, je voudrais juste signaler le fait qu'il faut faire attention avec cette notation. Il ne faut pas la confondre avec le conjugué d'un nombre complexe, ni la classe d'équivalence d'un élément donné. Si vous avez un ensemble d'une relation d'équivalence R et X un élément de E, nous avons l'habitude de noter la classe d'équivalence de X par X bar. Et la même chose, lorsque vous avez un nombre complexe Z, vous notez le conjugué de Z par Z bar. À ne pas confondre, ici, quand vous manipulez les espaces vectoriels, A bar, ça signifie exactement l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de A. Alors, l'ensemble, les notations étant celles que nous avons ici, l'ensemble A bar est un sous-espace vectoriel de E, contenant A. On dit, dans ce cas-là, ce sont des remarques en même temps des définitions. On dit que A bar est engendré par la partie A ou que A est une partie ou un système de générateurs de A bar. En fait,
A bar ici est le plus petit sous-espace vectoriel de E. Ça, c'est une propriété très importante. Contenant A. Le plus petit, quand je dis plus petit, ça veut dire qu'il y a une relation d'ordre qui intervient. C'est la relation d'inclusion. Je vous laisse ceci à titre d'exercice parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais dire que c'est le plus petit, ça veut dire tout simplement que si vous considérez F un sous-espace vectoriel quelconque de E qui contient A, alors il doit contenir l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles des éléments de A. Ça, c'est évident parce que si F contient un élément X quelconque de A, il contient lambda X, quel que soit lambda dans K, et quel que soit X dans A. Donc, il contient une somme finie, la somme des lambda I, XI, quel que soit XI dans A et quel que soit lambda I dans K. Et l'ensemble des sommes finies possibles, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles, c'est A bar en quelque sorte. Donc, A bar est inclus dans F, donc A bar devient le plus petit sous-espace vectoriel contenant A. On aurait pu définir le sous-espace vectoriel engendré par A comme étant le plus petit sous-espace vectoriel au sens de l'inclusion qui contient A. Et puis on démontre que finalement c'est A bar. Deuxièmement, si A contient un nombre fini d'éléments, ce n'est pas la peine de spécifier que c'est un nom vide puisque j'ai écrit ces éléments. Alors, là, nous allons facilement calculer le sous-espace vectoriel engendré par A. Ce n'est rien d'autre que l'ensemble des combinaisons linéaires lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 jusqu'à lambda n xn lorsque les lambda I parcourent K. On va essayer de donner quelques exemples. Exemple de 5. Je vais considérer... Non, c'est exemple 2, 3. Je vais me contenter d'un seul exemple. On va considérer n un entier dans n et kn de x, l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Et je prends A la partie formée par les polynômes 1x et les monômes x jusqu'à xn. Alors, quand je prends un polynôme quelconque si je prends un polynôme quelconque de k de x, kn de x, P s'écrit A0 plus ANX plus ANXN, puisqu'il est de degré inférieur ou égal à n, il s'écrit comme ça. Mais ça, c'est une combinaison linéaire des éléments de A. D'où ceci est suffisant pour dire que le sous-espace vectoriel engendré par A bar, c'est l'ensemble, plutôt l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Nous avons besoin de définir
le faire ici pour avoir assez de place. C'est donc la quatrième définition de cette séance. Je vais considérer n éléments d'un K espace vectoriel E. Et on va définir ce que c'est que des éléments linéairement indépendants. Alors, on dit que x1, x2 jusqu'à xn sont linéairement. Dans un premier temps, on va définir ce que c'est que linéairement dépendant. Ou lié, ce sont les deux termes qu'on utilise pour définir cette notion. S'il existe des scalaires lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda n appartenant à K, non tous nuls. Alors, faites très attention à cette phrase, non tous nuls. Ce n'est pas la même chose que de dire tous non nuls, tel que tel que quoi? Tel que lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 jusqu'à lambda n xn égale à 0,2. En d'autres termes, dire que les xi sont liés ou bien sont linéairement dépendants, ça veut dire qu'il existe une combinaison linéaire nulle des xi avec au moins l'un des lambda i non nul. Dans le cas contraire, on dit que x1, x2 jusqu'à xn sont, le contraire de linéairement dépendant, c'est linéairement indépendant. Ou que les xi forment un système ou une famille libre, une famille libre. C'est-à-dire, concrètement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit lambda 1, lambda 2, lambda n appartenant à K, il faut que je vérifie la propriété suivante. Chaque fois que j'ai une combinaison linéaire lambda n xn égale 0 de E, ça doit impliquer que pour tout i variant entre 1 et n, lambda i égale à 0 de K. En d'autres termes, la seule combinaison linéaire nulle des xi, c'est celle où tous les scalaires lambda i sont nuls. Bien, alors maintenant que nous savons ce que c'est qu'une partie génératrice et ce que c'est qu'une partie libre et liée, nous avons tout ce qu'il faut pour définir une base. Mais avant, on va donner des exemples de parties libres. Alors ça va être l'exemple pour respecter, donc ça va être les quatrièmes exemples que nous allons voir, exemple 2, 4. Alors, dans R2, c'est-à-dire R, R, la partie 1, 0, 0, 1 est libre. C'est facile à vérifier, il suffit juste de faire les calculs qu'il faut
pour démontrer que c'est une partie libre pour une combinaison linéaire de ces deux vecteurs qui est nulle. Et alors, vous trouvez que les deux scalaires sont nuls. Ce qu'il faut faire, c'est que quand on veut montrer qu'une partie est libre ou liée, il faut toujours essayer d'abord de voir la nature de l'élément neutre de l'espace vectoriel dans lequel vous travaillez. Par exemple, dans ce cas-là, l'élément neutre, ça va être le couple 0,0. Le deuxième exemple, je prends n appartenant à n et kn de x, l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Alors, on peut facilement vérifier ici que la partie B formée par les polynômes 1x jusqu'à xn est libre. Pourquoi? Parce que si vous avez la somme des AI, xi, pour i variant de 0 jusqu'à n égale à 0, alors chaque AI est nul, quel que soit i, puisque vous savez qu'un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Troisième remarque, je voulais juste ajouter le fait que lorsque vous avez 0 qui appartient à une une partie non vide, la partie en question est automatiquement liée. Alors nous arrivons au terme de cette deuxième séance. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.